Bienvenue dans l'univers du thé. J'ai invité dans ce reportage des professionnels et des passionnés dans un esprit de partage. Nous découvrirons les méthodes du Gong Fu Cha. Nous partirons également sur les traces d'une des plus grandes maisons de thé de France. Nous voyagerons sur les terres africaines et les saveurs des Caraïbes seront explorées. La fondatrice d'une maison de thé africaine entend bien créer la première maison et salon de thé d'Afrique de grande qualité en France. On vous emmène à Paimpol avec le futur salon de thé vintage style années 50. Tu vois, les feuilles elles sont noires. Tu connais le lapsang souchong? Oui. Alors ça c'est fumé. voilà. Le Zhongshan Xiaozhong, c'est la version non fumée du lapsang souchong, donc c'est la version originale qui est pas très connue en France quoi. Dégustation hors norme avec Quentin Josa. Il commence par nous présenter sa petite réserve à thé où ses thés verts sont conservés en congélateur. Alors la petite réserve à thé, donc juste ici nous avons le tiroir à thé blanc. En fait on voit pas trop mais on a en profondeur également. Ici nous avons les thés rouges ou thés noirs. Ici nous avons quelques thés verts puisque la plupart je les conserve au frigo ou au congélo. Ici on commence à aller sur les tiroirs que j'aime plus. On a donc ici les Yencha, dit les thés de roche. Ici on a les Densong, donc les deux ce sont des oolongs. Ici on a des thés fermentés de différents pays. Là on a des pu'er chou, donc ça clairement c'est les tiroirs que j'aime. Ici on a toujours des pu'er chou, ici des pu'er sheng, plutôt jeunes. Ici on passe sur les vieux pu'er sheng. Donc ici on a des pu'er de 1960, 1962, 82, 84, etc. Donc ça clairement j'aime beaucoup. Et là sous le lit caché le petit tiroir à galettes, pu'er, un petit peu d'yencha, mais surtout du pu'er, un petit peu de yubao, un petit peu de fucha. Donc ici c'est le tiroir à thé fermenté principalement. Tiroir bonheur. On retrouve notre premier duo de ce reportage à Saint-Germain-les-Corbeilles, direction le jardin d'été, avec Virginie et Sandrine. Après s'être perdus de vue durant près de 13 ans, le thé les a réunis. Au jardin d'été, première. C'est moi la première. Pour commencer, moi j'ai fait l'école hôtelière et je voulais être œnologue. Donc je parle de ça il y a longtemps, parce que je fais pas mon âge, faut pas croire. Et puis l'œnologie, il y a 45 ans, c'était complètement fermé pour les femmes. Donc je me suis tournée vers le thé, les tisanes, l'herboristerie, les plantes, l'aromathérapie. À l'époque, je voulais même faire de l'aromathérapie. Je suis rentrée en tant que vendeuse dans un magasin de thé qui s'appelait la Compagnie Anglaise d'été. J'avais 21 ans. J'ai travaillé pendant 15 ans pour la Compagnie Anglaise d'été et à la fin de ma carrière, 17 ans, je m'occupais de 5 magasins de thé. Que mon compagnon a fait faire la vitrine, a fait faire plein de choses, c'est lui qui nous fait faire nos maillots, nos t-shirts, compagnie anglaise. Au jardin d'été. Ah oui, au jardin d'été, j'ai dit compagnie anglaise, oh punaise. Comme quoi, vous voyez, ça est bien resté ancré dans ma tête. 17 ans dans la même société, c'est normal quand même. Donc maintenant, c'est au jardin d'été. D'ailleurs, c'est mon compagnon qui a choisi le nom. Dans le choix des produits, j'essaye le plus possible de choisir des produits français. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ma cousine qui me fait mes confitures. Donc quand je dis que c'est artisanal, elle fait les confitures. Troisième chose, j'ai bien travaillé aussi avec la compagnie coloniale, parce que la compagnie coloniale a des valeurs. Donc ils font attention à ne pas faire trop de déchets, ils recyclent beaucoup, ils font attention aux employés, ils ont des vraies valeurs. C'est une vieille, c'est pas la plus grande entreprise française, mais c'est la plus ancienne. Et ça, j'y tiens. Avant, pour la petite histoire, parce que t'as pas connu ça, c'est qu'avant ici, tous les jours, justement, vous voyez, le thé qu'on a dégusté ensemble, tous les jours il y avait un thé à déguster. C'est-à-dire, vous venez, on vous offre une tasse de thé avec le plus grand des plaisirs, sans aucune obligation d'achat. Moi, c'est ce qu'elle me disait, elle me dit oui, que je suis une bonne conseillère, une bonne vendeuse. En fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous connaissez votre produit, vous aimez un produit, c'est simplement, moi je parle du produit, je dis ce que je ressens, ce que je pense, donc on parle avec le cœur. Donc forcément, les gens, oui, on est passionnés, on voit ça. Oui, il n'y a rien de plus facile, parce qu'avec des produits comme ça, puis surtout des produits comme ça, c'est des produits haut de gamme, super bons, les tasses sont magnifiques. Voilà, des recettes à base de thé. On en trouve, alors
Il y a, à l'époque où je travaillais dans une autre enseigne de thé, on avait même édité des fiches avec les différentes recettes que j'avais fait. Bah, je vais le refaire pour le magasin, mais un petit peu chaque mois, chaque jour. On en trouve déjà une ou deux sur notre site. Il faut regarder dans On en a une ou l'historiel deux sur Aline. notre site, on en a peut-être une ou deux qui sont sur Instagram. Et je continue de faire des recettes à base de thé. Je m'appelle Florence, j'ai 48 ans. On me connaît plus sur la toile sous le pseudo Eaudren, puisque j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lequel je fais part de mon amour pour le thé. Parce que oui, je suis ici pour vous parler de mon amour et de ma passion pour le thé. D'aussi loin que je m'en souvienne, mes souvenirs de thé me ramènent à mon enfance et un souvenir qui est gravé dans ma mémoire, c'est le moment du tea time avec ma maman. J'avais à peu près 10-12 ans et je perçois encore les effluves du thé qu'elle se préparait vers 4-5 heures. C'était un Earl Grey. Alors à l'époque c'était du Twinings, c'était du thé en sachet. Mais rien que l'odeur, à l'époque, me titillait un petit peu mes naseaux et m'a donné envie de goûter. Donc j'ai goûté ce fameux thé Earl Grey et ça a été une révélation, j'ai adoré ça. Et puis un jour, je me promenais comme ça dans les rayons d'un supermarché et j'ai trouvé un thé Yunnan en sachet. Alors je me suis dit, tiens, on va essayer ça, pourquoi pas. Et c'est là que la révélation s'est produite. J'ai trouvé dans les arômes du Yunnan des choses formidables, des notes impressionnantes qui m'ont fait penser à... J'étais dans une atmosphère, j'étais dans un voyage immobile grâce à une tasse de thé. Retour à Saint-Germain-les-Corbeilles où Virginie nous parle de ses propres réalisations de thé. Et Audreyne nous raconte son expérience et ce qui l'a amené à réaliser ses propres thés. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est... Enfin, c'est mon magasin, donc je l'ai monté, je l'ai décoré, choisi les produits, fait plein de choses. Je crée beaucoup de mélanges. Il y a beaucoup de mélanges de thé et d'infusion que c'est moi qui crée. Et après je les fais fabriquer. Donc celui-ci c'est Hansel et Gretel. C'est un thé vert avec de l'amande amère, de l'amande douce, du poivre rose et de l'orange. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, de travailler dans une boutique de thé pendant un peu plus d'1 an. Et là, j'ai vraiment un peu plus creusé la question du thé et j'ai un peu plus appris de choses sur le thé en général. Donc là, je passais des heures à sentir dans les boîtes de thé, à conseiller les clients, c'était vraiment très intéressant et j'ai notamment appris dans cette boutique comment on créait un thé parfumé puisque la boutique où je travaillais proposait des créations maison. Donc ils faisaient eux-mêmes certains thés qu'ils vendaient. Et tout ça, bon ça s'est arrêté au bout de... J'ai repris mon boulot d'infirmière puisque je suis infirmière à la base. Mais toute cette expérience m'a donné... a fait germer en moi une petite idée, une grosse idée même. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas dans la création de mes propres thés? Et pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de les vendre? Alors je me suis lancée. J'ai créé pas mal de thés, une trentaine je pense. J'ai créé ma petite société. Et puis ça a duré 2 ans à peu près et j'ai arrêté parce que... Bon, pour des raisons personnelles, je ne reviendrai pas dessus, mais je me suis vraiment amusée, comme un nez dans la parfumerie, à créer moi-même les thés que je vendais. Petit retour en arrière sur les traces de la famille Daman. En 1825, les frères Daman rachètent la société Thorod, négociant en thé et en café. La famille Daman est originaire de Montgeron, une commune française dans le département de l'Essonne, en région Île-de-France. Daman Frères se présente aujourd'hui comme étant la plus importante et la plus ancienne. Alors, Daman,
il remonte soi-disant à Louis XIV. Ah, si on lit les documents que Daman fournit, ils disent que Louis XIV était fournisseur, donc ça aurait été eux les premiers. Et la maison qui est rue, c'est la maison qui a été construite en 1920. Ok. C'est marqué dessus Daman frère. Sur la maison, il y a marqué. C'était marqué, moi je l'ai vu. Mais la plaque a été enlevée quand ils ont fait le ravalement. C'est-à-dire que ce monsieur-là, c'est lui le fondateur, quoi, avec son frère qui était à Madagascar, etc. Mais le monsieur Émile Daman, en 1925, effectivement, en 1925, il habitait ici, quoi, quand ça a été fondé, quoi. D'accord. La maison Daman, frère. Comptoir. Et là, Émile Daman, successeur. Après, si vous lisez attentivement, vous verrez que aussi que la branche a été vendue à Éléphant, tisane Éléphant. Ah oui? Ouais. D'accord. C'est ce que vous dites. Donc alors, regardez bien. Voilà. Siège social, 8 boulevard de Sébastopol, Paris, d'accord? Hein? Vous voyez bien? Parce qu'au départ, c'était de Rhodes et Daman. Alors, vous allez voir. Montgeron, 1906. En 1906, ça c'est le livre des gens qui habitaient Montgeron en 1906. D'accord, ok. La rue ici, en 1906, ça s'appelait Parent. Elle a été débaptisée à Daman, Émile Louis. D'accord? Daman, Émile Louis, Paris, nationalité française, Rhodes frère, négociant en café, 8 Sébastopol, Paris. 8 Sébastopol, Paris. D'accord? À l'époque, il était employé de Rhodes en fait, et après il l'a racheté de Rhodes, ils ont monté tout ça. Et en fait, il habitait avec sa femme qui était là, qui s'appelait. Ce qui est intéressant, c'est surtout ça, Robert et Pierre, vous voyez? Ouais, c'est les deux. Et le Pierre est carrément né à Montgeron. Il est né à Montgeron. Mais ça, vous les retrouvez dans la tombe, ceux-là. Robert, Pierre, Émile, tout cela, et Paul Marcel, qui est le sculpteur, ils sont ensemble. Ok. Mais historiquement parlant, c'est bien de savoir ça. Même moi, je quitte Montgeron, bah oui, mais alors, ça n'a rien à voir. Oui, à Montgeron, c'était la famille Bottin, c'est la grande maison qui est juste en dessous, importateur de vins et spiritueux chinois. La famille Bottin. La famille Daman, importateur de thé de Chine. On a au musée Ardouin, vous avez toute une pièce sur les antiquités chinoises et japonaises qui ont été données par quelqu'un. Lycée de Montgeron, premier lycée de France, enfin collège et lycée de France, où on a appris le chinois. Et le premier caveau au cimetière, c'est le caveau de la famille Daman. Quand vous rentrez l'entrée principale du cimetière, le premier caveau sur la droite de l'allée principale, c'est le caveau de la famille Daman. D'accord. C'est là où ils ont enterré. Ok, donc la famille Daman est originaire de Montgeron. Ok. Une question se pose. Daman frère propose-t-il toujours la même qualité qu'à ses débuts? C'est bien ça qui m'embête, c'est qu'avant, ils étaient bien au-dessus. Par rapport à un palais d'été, à un machin, leur qualité était bien au-dessus. Et puis, la cliente de ce matin, qui est propriétaire de la maison Daman, ce qui est très drôle, elle me fait « Mais moi, la boîte, je m'en fous, moi, c'est le thé que je bois. » Donc, je te comprends pleinement, je comprends que tu sois embêté. Elle me dit d'autant que Daman, c'est ma maison. C'est ta maison. Voilà, et c'est comme ça qu'on en est. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était la nouvelle propriétaire. Et qu'effectivement, avant qu'elle achète, il y a eu un ravalement. Et donc, c'est à ce moment-là que la maison Daman a dû sauter.
Elle dit, bah non, moi depuis que j'ai la maison, il n'y a jamais eu. Elle dit, j'aurais jamais enlevé quoi, maison d'Aman, j'aurais jamais enlevé. Et ce qui expliquerait son fameux Japonica, Sequoia japonica, là, son arbre japonais. L'arbre de thé. Et on soupçonne que c'est les Daman qui l'auraient planté. Mais on n'en a pas la preuve absolue. Parce qu'en fait, avec les fleurs, il y a une tisane qui est faite avec ces fleurs-là. Qui est très vieux. Elle me dit, mais du coup, je comprends pourquoi j'ai cet arbre-là dans mon jardin. Direction Villiers-sur-Marne pour un moment dégustation avec Quentin Josa qui commence par nous présenter la table à thé. Bienvenue dans un monde sans fin. Alors, la table à thé que voici, donc différents éléments, à savoir, donc ici on va faire un thé japonais, dans quelques instants, et ici donc une kyusu que j'ai acquise récemment, qui est faite par le japonais Guishi Kondo. Donc, je ne suis pas le meilleur pour les prononciations de ces noms-là, mais c'est à peu près ça. Ici j'ai un bateau à thé en étain qui vient du site The Essence of Tea, qui est très qualitatif pour les thés assez haut de gamme. Pour tout ce qui est vieux thé, c'est très très sympa, et pour du beau matos également. Et donc ça, bateau à thé, ça sert tout simplement, là je mets ma kyusu, si je verse de l'eau à côté, ou même si je mets mes tasses dessus et que je verse de l'eau à côté, le bateau la récupère. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bateau à thé? Puisque lorsqu'il est plein et que je vais l'amener pour le vider à la cuisine, on se sentira comme sur un bateau, ça tangue un peu. Ici j'ai une pièce offerte par un ami. C'est un présentoir à thé en bois laqué japonais qui date de 1920. Une pièce relativement exceptionnelle et un très beau cadeau. Ici on est toujours dans la même veine, un plateau en bois laqué qui vient du Japon et qui date de 1920. Avec une feuille de gouda pour mettre un peu de couleur. Ici, je pense qu'on peut le dire, ma céramiste préférée vu le nombre de pièces que j'ai d'elle, Manon Clouzot, donc 2 verseuses, assez élégantes, assez fines, assez féminines, tout comme Manon d'ailleurs. Donc très sympa, j'aime beaucoup, assez abordable pour une céramiste. Ici on a une pièce magnifique d'un céramiste français qui s'appelle David Louveau. C'est un bol à eau usée, alors le terme n'est pas super élégant, mais en gros ça va être pour tout simplement les eaux usées comme le terme le dit. Lorsque je vais rincer mon thé, lorsque je vais ébouillanter ma théière, les eaux dont je ne me sers pas, je vais les vider ici. Donc en soi ça pourrait être un bol lambda, mais j'ai le goût des belles choses, donc ça j'en suis assez content. Et ici j'ai une tasse, vu qu'on va se boire un petit café avec Eddie avant de commencer sur l'été. Ici on a une tasse de Coralie Seigneur, donc une amie céramiste qui fait de très belles choses, que j'ai acquise au marché de la céramique place Saint-Sulpice l'année dernière. Ici on a une tasse de Michael Buckley, un américain installé en France qui fait des choses assez brutes, assez chouettes. Concernant la température, il n'y a pas de règle, c'est selon vos goûts. Et puis sinon les thés blancs, alors c'est vrai que généralement il y a un peu des grandes directives qui sont données pour pouvoir commencer. Généralement on va dire 70 degrés entre 4 et 7 minutes. Pour le coup, si tu veux mettre un peu plus de punch à ton thé, tu peux l'infuser à 95 degrés, mais moins longtemps. Et si tu veux quelque chose d'hyper subtil, moi je sais que quand il fait beau comme ça en ce moment, tu vois, j'aime bien me le faire à 60-70 degrés, le laisser assez longtemps. J'aurais quelque chose d'assez subtil. Mais en gros, pas de règle universelle, c'est-à-dire que toi et moi on est différents, on a des goûts différents, tout le monde est différent. Donc selon les goûts de chacun, on va adapter notre manière d'infuser. Donc il n'y a pas de mauvaise manière de faire, clairement, tu vois, si tu fais ton thé à 95 ou à 60 degrés, et que quelqu'un te dit « Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire », et bah non, c'est juste question de goût tout simplement. Donc ce qui compte, c'est que ça plaise. Le slow coffee, donc c'est des infusions lentes comme on l'a fait tout à l'heure au V60. Et pour tous les thés en fait, que j'utilise à faible température, entre guillemets, pas eau bouillante en fait, thé vert, thé blanc, thé jaune, thé rouge, j'utilise celle-ci. Et pour les puers, j'utilise celle-ci. Parce que celle-ci, elle chauffe vite, fort, elle a un gros débit, donc ça me permet de ne pas avoir de déperdition de chaleur. C'est-à-dire qu'entre la base du bec et la sortie du bec, je vais avoir un petit peu de déperdition de chaleur. Et comme j'ai un débit très fin, je vais avoir aussi un peu de déperdition de chaleur. Donc le puer, le but c'est d'avoir une eau vraiment bouillante rapidement pour avoir beaucoup de chaleur. Donc celle-ci. Donc en fait je varie entre les deux. Lorsque je bois un café, je consomme de la caféine. Dans le thé, je consomme de la théine.
mais ont-ils le même effet? Du coup, je te disais que dans ce thé, en l'occurrence, il n'y a pas de caféine. Et donc, quand je parle de caféine, je n'utilise pas le terme théine, puisqu'en fait, c'est la même molécule. C'est juste que la caféine a été découverte quelques années dans le café avant dans le thé, mais on s'est rendu compte que c'était exactement la même molécule. C'est juste que dans le thé, tu as différents éléments, les polyphénols, entre autres les tanins, qui vont retarder l'assimilation dans le sang, ce qui fait qu'on dit que le thé est un stimulant, c'est-à-dire que l'effet dans le sang va durer tranquillement sur 6 à 8 heures, ça va monter tranquillement. Et le café, on dit que c'est un excitant, puisque la caféine est assimilée directement par l'organisme, et ça dure 1 à 2 heures. Alors je sais que pour ma part, la caféine du café, ça me défonce la tête. Si j'en bois trop, ça me tabasse très 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 fort. Tandis que dans le thé, ça va, j'arrive mieux à gérer. Donc c'est vraiment, on peut adapter ensuite en fonction de sa consommation, en fonction du mouvement. Le café, le thé, la température d'infusion aussi, puisque plus tu fais chaud ton thé, plus la caféine va se libérer rapidement. Présentation du concept du Gongfu-cha par Quentin Josa. Donc là, ça va être le Gongfu-cha, concrètement. Cha, c'est le thé, et Gongfu, c'est comme Kung Fu, c'est la maîtrise. La maîtrise du thé. Donc en gros, le concept, pour faire très simple, c'est d'utiliser un petit volume, de mettre plutôt pas mal de feuilles, et d'infuser de façon successive les mêmes feuilles. C'est-à-dire qu'on va infuser de façon courte. En général, la première infusion, on peut en faire entre 1 et 5 secondes, puis ensuite on va monter tranquillement. Et comme ça, les saveurs vont évoluer, donc ça va être analytique, ça va être assez intéressant. C'est-à-dire qu'avec un même thé, avec des mêmes feuilles, tu vas avoir des choses très différentes selon ce que tu veux obtenir. Là, typiquement, c'est un peu ce qu'on a fait avec le thé blanc. Mais là, on va rester que sur la même température d'infusion. Et donc là, tu peux le voir, c'est un thé qui est vraiment très torréfié. C'est-à-dire qu'il a été bien cuit. On le voit au niveau des feuilles et puis au niveau de l'odeur. Donc là, ce que tu sens, pain grillé, caramel, chocolat et tout, c'est la torréfaction.